Alors, il faut qu'on vous parle, on en parle régulièrement, d'accord, c'est vrai, sur Boursorama, la dette publique, mais là, on a la Cour des comptes quand même qui nous dit que finalement, on peut se demander si cet objectif ambitieux de réduction de la dette publique par le président Macron, si c'est toujours prioritaire, si c'est vraiment toujours d'actualité. Bonjour Marc. Bonjour David. Marc Vigneault, journaliste au Point. La Cour des comptes, dans son rapport, là, elle a raison ou pas de douter de cette volonté, parce que le gouvernement nous dit toujours, il y a l'objectif, etc., de réduire la dette publique. Voilà, c'est toujours un objectif ou c'est passé un petit peu au second rang avec la crise des Gilets jaunes oblige, j'ai envie de dire. Ah bah c'est clairement passé au second rang, mais on peut se demander, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui sont désabusés parce qu'ils ont l'impression que la Cour des comptes, elle parle un peu dans le vide, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle rend un rapport, il y a 2 fois par an même, voire tout, enfin, presque 2 fois par an, elle dit voilà, les objectifs sont pas tenus, on va pas y arriver, etc. C'est un problème, etc. Bon, on se dit bon, à quoi bon? De toute façon, voilà, il s'est rien passé, les taux d'intérêt sont au plus bas, la France emprunte presque à 0% à 10 ans, voire elle a emprunté une fois à taux négatif. Ce qui veut dire quand même, pardon pour le commun des mortels, emprunter à taux négatif, ça veut dire que quand la France s'endette, elle gagne du pognon en s'endettant. Voilà, c'est ça aujourd'hui. Hein. Exactement, donc on se dit à quoi bon réduire une dette qui finalement nous coûte rien et qui permet de financer des dépenses dont on a besoin, des dépenses d'infrastructure. Mais sauf que c'est pas assumé par le gouvernement, qui nous dit toujours non, on est sur... Sauf que effectivement, c'est pas assumé par le gouvernement et c'est le gouvernement qui s'est fixé en début de quinquennat une trajectoire de réduction de la dette publique. 5 points, je parle sous votre contrôle. Hein. Au moment de la campagne, le candidat Macron nous disait une baisse de 5 points de la dépense publique rapportée pas que pendant la campagne. Il l'a écrit dans une trajectoire, une loi de finances, de programmation de loi de finances qui donne un peu la trajectoire sur tout le quinquennat. 5 points, c'est plus de 100 milliards. Plus de 100 milliards. Donc voilà, et maintenant, cette réduction de dette, elle est à peine supérieure à 1 point. Alors que l'objectif a été divisé par 4. C'est ça. Voilà, exactement. Mais c'est pas dit. Pardon, mais c'est pas dit ça. Enfin, c'est dit. Bah, c'est souligné par la Cour des comptes qui montre que effectivement, la priorité, ce n'est plus du tout la réduction de la dette, c'est en fait baisser les impôts parce qu'il y a une forte exigence des Français d'avoir une pression fiscale qui s'allège et par ailleurs. Une augmentation des dépenses par rapport à la trajectoire qui a été prévue, en tout cas. Donc, il y a un moment de bascule, Marc. La bascule, c'est la crise des Gilets jaunes, où là, pour le coup, il y a un chèque de 17 milliards d'euros qui est fait, des baisses d'impôts, la CSG, on peut revenir sur tout ça. Ah bah clairement. Et c'est ça, la bascule, c'est le moment où on se dit, la priorité, c'est le pouvoir d'achat, c'est les baisses d'impôts, et on laisse, on oublie cette promesse, parce que la dette, c'est plus un problème, parce que les taux sont très bas et que l'État français se finance pour rien, voire même, ça lui coûte, ça gagne de l'argent. Mais d'ailleurs, la Cour des comptes se sent un petit peu attaquée là-dedans, parce que son rôle, c'est de contrôler la bonne exécution des trajectoires financières, etc. Mais elle cite quand même des économistes de renom qui ont commencé à dire qu'il fallait plus tant s'inquiéter de la réduction de la dette publique. Et donc la Cour des comptes cite ces économistes dans le rapport, notamment Olivier Blanchard, l'ancien directeur général du FMI, et essaie de répondre à ces arguments. Chef économiste. Ancien chef économiste du FMI, pardon. Et elle essaie de répondre à ces arguments et elle dit, voilà, certes, les taux d'intérêt sont bas, mais un jour, ça pourrait se retourner. On n'est pas sûr que ce nouvel environnement dure si longtemps que ça. Et le jour où ça se retourne très brutalement. Et donc, ça fait des augmentations de charges d'intérêt pour la France qu'on paye aux investisseurs pour s'endetter, des augmentations très brutales et ça ponctionne évidemment tout ce qu'on peut mettre. Mais ça, c'est demain, après-demain, après-demain. Aujourd'hui, chaque année, la charge d'intérêt qui est payée, encore une fois, sur le budget baisse en centaines de millions, voire en milliards. C'est ce qui permet en fait, d'avoir à peu près une trajectoire de dépenses qui reste la même, c'est-à-dire qu'on va les augmenter un peu comme avant, sauf qu'on augmente beaucoup plus les dépenses pour les autres ministères et par contre, les dépenses sur la dette, elles vont baisser toutes seules. La charge d'intérêt va baisser toute seule parce que à chaque fois qu'on renouvelle de la dette, puisqu'on la renouvelle en permanence, à part si on la rembourse pour faire baisser un peu le poids de la dette publique, et à chaque fois qu'on renouvelle de la dette, on l'emprunte, on la paye moins cher qu'auparavant, qu'il y a une dizaine d'années. Pardon pour la parenthèse, mais est-ce que la Cour des comptes, parce qu'on a souvent communiqué sur ce chiffre de 17 milliards d'euros de chèques qu'a fait le président 2 fois aux Gilets jaunes, est-ce que pour le coup, ce chiffre-là est corroboré par la Cour des comptes? Oui. Ou est-ce qu'elle n'en pose pas du tout et je suis à côté? Si. C'est ce genre de chiffre qui est évoqué. Alors la Cour des comptes, elle décompose, parce qu'il y avait débat, pour ça, elle décompose si c'est des dépenses supplémentaires ou des impôts en moins. Mais effectivement, c'est l'ordre de grandeur. Et rien que l'annulation
de la hausse des taxes sur le carburant qui était prévue jusqu'en 2022. Ça coûte 11,5 milliards en recettes qui ne rentreront pas dans les caisses pour l'État. Sur plusieurs années. Hein. Sur plusieurs années, jusqu'à 2022, ça coûtera 11,5 milliards qui ne rentreront pas dans les caisses. Donc on a un relâchement. Moins de recettes, plus de dépenses. C'est ça en fait, le relâchement budgétaire qu'on comprenne bien. On se dit ça vient de l'évolution de la conjoncture mondiale. On voit la croissance qui a ralenti. Pardon, 2017, plus de 2% de croissance, 2,4%. Incroyable, mais ça a duré un an. Et depuis, ça ne fait que baisser. On a eu, alors j'ai plus, c'est 1,4 je crois l'an dernier. Pardon, 1,7 l'an dernier. Et on aura un 3, un 4 cette année. Le gouvernement dit 1,4. Donc mécaniquement, il y a moins de croissance, donc moins de rentrée. Ou c'est pas seulement ça, il y a vraiment ce relâchement budgétaire vient des décisions de politique économique faites par le gouvernement. Il y a des décisions, c'est-à-dire qu'on sera un peu moins rigoureux sur l'augmentation des dépenses, c'est-à-dire qu'on va les augmenter un petit peu plus vite que prévu. En compensation, il y aura certes les dépenses sur la charte d'intérêt, on l'a dit, qui vont baisser, mais au plus, du côté des impôts, on aura plein de rentrées fiscales qui étaient prévues, sur lesquelles le gouvernement comptait pour réduire le déficit. Le déficit, donc c'est le trou annuel entre les dépenses et les recettes et qui donne en accumulation une dette. Et donc ce déficit va se réduire moins vite que prévu et résultat, la dette publique qui était censée baisser dès maintenant, elle ne baissera plus qu'à partir de 2021 et encore si toutes les hypothèses sont tenues. Et c'est là où on se dit, bon, on va vite évacuer ce qui se passe là. Sur 2019, on se dit qu'on sera un peu au-delà de 3%. Les objectifs, ça reste tenable. C'est sur la suite du quinquennat que pour le coup, le doute est permis. En 2020, là, enfin, ce qu'on sait, c'est qu'on est en pleine préparation du budget de 2020. Hein, là, Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, il est en train de recevoir ses collègues là, avec le ministre de la Fonction publique, avec il y a le Premier ministre qui contrôle très étroitement tout ça. Et les ministres, avant de rencontrer Gérald Darmanin, les arbitrages techniques entre les staffs des différents ministres, Gérald Darmanin, lui, disait « Moi, ce que je peux vous proposer, c'est une augmentation de 3,9 milliards de l'ensemble de vos crédits pour à tous les ministères. » Ouais. Et ben, les ministres, ils sont arrivés. Si on fait exactement ce qu'ont demandé les ministères, c'est 14 milliards d'augmentation. Le compte n'y est pas là. Donc ça veut dire qu'il va y avoir un conflit très dur entre Bercy, le Premier ministre, qui est quand même partisan d'un certain sérieux des comptes, et les ministres qui, eux, ont besoin de financer leur politique, les promesses d'Emmanuel Macron, hein, par exemple Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, lui, il doit financer le maximum 24 élèves par classe en primaire, hein, je crois que c'est ça, donc pas plus de 24 élèves par classe, il va évidemment falloir recruter des profs, ou en tout cas moins réduire le nombre de postes que ce qui était prévu, ça coûte de l'argent, et donc le ministère de l'Éducation nationale, il dit moi, j'ai besoin que vous m'augmentiez mon nombre d'emplois dans les prochaines années. Et c'est en ça que boucler ce budget 2020 est compliqué parce que mécaniquement, le déficit, c'est un peu technique, va baisser d'un point. Parce qu'on sait qu'en 2019, il y a eu la transformation du CICE en baisse de charges, un crédit d'impôt, etc. Et donc, ça a coûté quasiment 1 point, 0,9 points de déficit public. On ne le retrouvera pas, ce qu'on appelle un one-off une fois sur 2019. Donc, sans rien faire, on passe de 3,1, 3,2 à 2,1, 2,2. Donc, en quoi c'est compliqué de boucler le budget? Parce qu'on sera largement dans les clous. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est que la Cour des comptes dit que l'année prochaine, on ne sera pas à 2 comme l'a promis le gouvernement dans les derniers documents qui font foi. Ça sera 2,1 ou 2,3, dit la Cour des comptes. Et c'est un chiffre qui est en fait confirmé officieusement par des sources. Mais donc tout va bien, tout va bien. Non, tout ne va pas bien, puisque c'est une réduction mécanique, parce qu'il y a eu un ressaut exceptionnel en 2019. Mais si on regarde, en fait, le déficit, lui, il va pratiquement rester au niveau qui aurait été le niveau qu'on va atteindre en fin d'année sans cette opération exceptionnelle. Donc ça veut dire que le déficit ne baisse pratiquement plus. Et surtout, s'il baisse un tout petit peu, c'est grâce quand même aux effets de la croissance sur le déficit. C'est-à-dire quand il y a un peu de croissance, ça fait des rentrées fiscales dans les caisses de l'État et donc ça fait baisser le déficit. Mais imaginons qu'il y ait une récession demain, ce qu'on appelle le déficit structurel, ce qui reste de façon permanente au-delà des variations du cycle de l'activité économique, lui, il ne baisse pas du tout. Alors que les règles européennes, pour justement permettre à la dette de diminuer, veut que ce déficit structurel soit réduit à peu près de 0,5 points par an. Et là, il ne baisse plus du tout. Donc ça montre que l'objectif de réduction du déficit n'est plus du tout une priorité pour Emmanuel Macron. Ouais. Donc si on résume, Marc,
L'ambition n'est plus là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus cette ambition forte de baisser de 5 points la dépense publique. Non, le programme Action publique 2022 qui devait transformer l'État, hein, rappelez-vous, qui devait permettre de faire des économies extraordinaires à partir de 2020. C'est dans les oubliettes de l'histoire. Alors, le gouvernement dit toujours on en a repris 70% des propositions, mais concrètement, ça ne se traduit pas vraiment sur les évolutions de dépenses. Alors, peut-être parce qu'entre-temps, Emmanuel Macron a fait d'autres promesses. On va créer les maisons de service au public, là, les maisons France Service. Dans chaque canton, il faut que ce soit des maisons qui offrent un réel service avec vraiment des fonctionnaires qui soient vraiment là pour vous dire, qui puissent vous dire comment gérer les impôts, comment gérer la sécurité sociale, etc. Qui ne soient pas juste des ordinateurs avec un écran et on vous dit débrouillez-vous, allez sur le portail des services publics. Donc ça va coûter de l'argent et tout ça, il va bien falloir le financer. Donc effectivement, on relâche la pression. Ambition, encore une fois, de réduction de la dette réduite, divisée par 4, et encore, c'est pas fait. Parce que je vous ai lu, je vous renvoie sur l'article écrit par Marc dans Le Point, il y a encore des efforts à faire sur la dépense publique, notamment en fin de mandat. Fin de mandat, c'est 2022. 2022, c'est l'élection présidentielle, pardon. Donc on se dit que ce n'est pas là en général qu'on fait des efforts sur la dépense publique. Donc c'est pas fait non plus. Non, bien sûr que non. Moindre, en plus, dans cette trajectoire, effectivement, ce qui est impressionnant, c'est que exactement comme l'avait fait François Hollande, au fur et à mesure que les années passent, on voit clairement que les efforts programmés les plus importants sont reportés sur les années suivantes. Mais ils arrivent jamais. Et à chaque fois, arrive finalement en fin de quinquennat, et en fin de quinquennat, tout le monde sait que personne ne le fait vraiment cet effort-là, parce qu'il faudrait dire aux électeurs que vous allez vous serrer la ceinture en fin de mandat, ou on va vous... Donc la dette n'aura quasiment pas baissé en fin de mandat par rapport à son début de mandat. Donc la dette risque de ne quasiment pas avoir baissé. Alors, il faut prendre en compte certains éléments. Hein. Par exemple, le gouvernement a pris en charge une partie de la dette de la SNCF, etc. Enfin, il y a eu vraiment des efforts de fait pour clarifier la situation, clarifier les comptes, etc. Et on va stabiliser la dette. Donc voilà. Mais effectivement, en dehors d'une stabilisation, il ne faut pas s'attendre à une grosse décrue de la dette. Ouais. Après, on peut dire que la décrue de la dette, c'est un travail qui va prendre 10-20 ans. Ouais, et qu'on est dans un environnement de taux qui permet de maintenant, ne pas... on s'en fout un peu. Et que la Cour des comptes est à côté de la plaque. Oui, mais enfin, ça veut dire que le jour où l'environnement de taux se retourne, on va avoir un effet ciseau assez important et on va se retrouver à avoir des problèmes pour financer les politiques publiques qu'on aura promises. Et donc, ça veut dire qu'il faudra faire quoi ? Il faudra soit couper, mais à la hache dans les dépenses, là, et ça fera très mal, soit il faudra augmenter les impôts. C'est un peu ce qu'a fait François Hollande, finalement, quand il y a eu la crise de la zone euro. Il est arrivé, on lui a dit, là, la dette française est sur une trajectoire qui n'est pas du tout soutenable. Quand il y avait des bonnes périodes, on ne l'a pas réduite. Il est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est dit, moi, pour baisser la dette, ou la stabiliser en tout cas rapidement, j'ai besoin d'augmenter les impôts, sinon la France se retrouve en risque d'être assimilée à des pays comme la Grèce, l'Espagne, l'Italie. Et qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu une croissance nulle pendant 3 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà, ça a cassé la croissance. Ça a cassé la croissance. Il nous reste 10 secondes, Marc. On va voir la couverture du Point de cette semaine. Eh bien oui, évidemment, l'entretien exclusif. Voilà, Nicolas Sarkozy sort un nouveau livre et donc on a eu cet entretien exclusif où il est un peu ambigu sur, il dit je ne reviendrai jamais en politique, mais il nous dit quand même qu'il n'abandonnera jamais la France et que... le recours, c'est très français. Voilà, pour l'instant les conditions ne sont pas réunies, évidemment il ne va pas annoncer un retour maintenant, mais on sent que si jamais Emmanuel Macron échoue, on sent qu'il ne laissera sûrement pas le pays à Marine Le Pen ou à Jean-Luc Mélenchon. Allez, donc merci beaucoup, merci pour l'explication signée Marc Vigneault, donc journaliste au Point. Merci Marc. Merci David.